Des expériences scientifiques interdites et horribles. Cultination, bonjour. Les voies et moyens utilisés par la science afin de nous donner toujours plus d'éclaircissements sur la nature humaine et sur ce qui l'entoure sont multiples. C'est généralement sur des animaux de laboratoire que sont testés des médicaments, traitements ou toute expérience quelconque. De plus, les dites expériences sont validées par la communauté scientifique, ce qui suggère qu'elles suivent une éthique et une morale bien strictes. Cependant, nous allons pourtant plonger aujourd'hui dans les récits d'expériences scientifiques qui dépassent l'entendement. Je tiens toutefois à préciser que ce documentaire est à but purement informatif et que vous trouverez toutes les sources en barre d'informations. Démarrer avec Youmanzi. Né le 20 juillet 1870 dans la ville de Chtchigry en Russie, Ilya Ivanovitch Ivanov, surnommé le Frankenstein rouge, est un biologiste russe et soviétique spécialisé dans l'insémination artificielle et l'hybridation interespèces. Il se passionna rapidement pour la médecine vétérinaire expérimentale et travailla donc comme chercheur dans plusieurs centres et instituts spécialisés en Russie et en Ukraine. Au début du XXe siècle, il a révolutionné les techniques et la pratique d'insémination artificielle pour les chevaux. Sa technologie a permis en 1914 à un étalon de fertiliser jusqu'à 500 femelles au lieu de 20 ou 30 lors d'une reproduction naturelle. Cela permit d'élever près de 7000 chevaux bien portants. Ces résultats étaient incroyables pour l'époque et il fut alors réclamé d'un peu partout et était sollicité par des éleveurs aux quatre coins du monde. Mais en réalité, le véritable accomplissement que cherchait Ivanovitch était de créer un hybride de singe et d'humain. En 1910, il avait donné une présentation lors du congrès mondial de zoologie en Autriche dans laquelle il décrivait les possibilités d'obtenir un tel hybride grâce à l'insémination artificielle. En effet, la proximité génétique avec notre espèce, les Homo sapiens, rendait l'expérience imaginable pour une potentielle réussite du projet portant la création d'un Humanzi. En 1926, le gouvernement russe valide le projet du biologiste. Il reçut une subvention de 10 000 $ pour ses expériences. Le gouvernement voulait utiliser la science comme moyen de dénoncer les idées religieuses encore très présentes à l'époque dans l'esprit du peuple russe. Pour ce faire, en février, Ilya Ivanov partit de la même année pour la Guinée, en Afrique de l'Ouest, et a capturé les femelles chimpanzés dont il avait besoin. Il a alors procédé à l'insémination de 3 femelles chimpanzés avec du sperme prélevé sur des humains locaux et dans l'attente d'une fécondation a embarqué ces dernières pour rentrer en URSS. Il n'aura pas le temps de satisfaire sa curiosité car les animaux sont décédés sur le trajet du retour. L'autopsie a révélé que les femelles singes n'étaient pas enceintes. Après cet échec, il a décidé de réaliser l'opération inverse en fécondant cette fois-ci des femmes humaines avec de la semence du singe mâle. Ilya Ivanov a voulu en un premier temps inséminer des femmes africaines avec du sperme de singe sans leur consentement, ce qui a été fermement condamné par l'administration française et l'Académie soviétique des sciences. En 1929, il organise donc un jeu d'expérience impliquant du sperme non humain et des volontaires humaines. Étrangement, 5 femmes se portèrent volontaires pour porter des bébés à moitié singes dans l'intérêt de la science. L'expérience n'a pas pu se tenir une fois de plus, suite du décès de l'orang-outan nommé Tarzan, le seul singe adulte qui lui restait en Russie. Il perdit définitivement la possibilité de poursuivre ses expériences scientifiques lorsqu'une purge généralisée des scientifiques soviétiques a lieu en 1930 sous Staline. Le projet Youmanzi s'éteignit avec lui. Ce qui est sûr, c'est qu'Ilya Ivanov n'avait aucun dilemme moral quant à la réalisation de ses expériences d'insémination artificielle. Enchaînons avec un petit cours de biologie. La reproduction sélective. Avant d'aborder cette expérience proprement dit, laissez-moi faire un petit topo et bref aperçu sur ce que c'est et comment ça marche. En gros, l'élevage sélectif ou la reproduction sélective est un processus qui consiste à développer sélectivement des caractéristiques morphologiques particulières à travers l'accouplement d'animaux en captivité. Sélectionnés et accouplés en fonction de leur comportement et de leur tempérament. En d'autres termes, 2 espèces ou plus d'un même animal sont croisées afin d'obtenir une lignée au caractère bien précis. Le but de ce procédé est d'obtenir une progéniture avec les dites caractéristiques souhaitées. Cette pratique a été établie par Robert Backwell pendant la Révolution agricole britannique au XVIIIe siècle. Il est celui qui a révolutionné l'élevage ovin et bovin en Angleterre par une sélection méthodique et la consanguinité. Il fut le premier à améliorer les animaux pour la production de viande et la qualité des carcasses.
Après avoir parcouru l'Angleterre pour étudier les techniques agricoles et l'anatomie des animaux alors que c'était un sujet relativement inconnu, il est retourné dans sa ferme. Au cours de sa gestion, il a introduit le concept de contrôle de descendance pour évaluer le potentiel génétique des animaux afin d'atteindre l'amélioration du bétail. Il met alors en pratique l'élevage en consanguinité pour stabiliser les caractères désirés, c'est-à-dire l'accouplement d'un mâle et d'une femelle ayant au moins un parent en commun. En effet, les premiers grands résultats ont été obtenus principalement par l'accouplement de proches parents. Les moutons et bovins élevés principalement pour la laine ou les travaux champêtres ont pour la première fois commencé à l'être pour leur viande. Ainsi sont apparus les moutons New Leicester et les bovins Longhorn. Il a également amélioré le cheval de charrette noir, qui est devenu plus tard le cheval Shire. Backwell a mené son travail plus ou moins en secret vis-à-vis du public, car il existait à l'époque des préjugés contre l'élevage rapproché. Les prochaines expériences révèlent toutes d'un croisement génétique beaucoup moins ordinaire. Le cœur d'un babouin dans un nouveau-né humain. Dans les années 1970, lors de sa résidence en chirurgie thoracique et cardiovasculaire à l'hôpital pour enfants malades de Toronto, Leonard Lee Bailey a vu de nombreux bébés en bonne santé mourir du syndrome du cœur gauche hypoplasique, une anomalie cardiaque congénitale qui se manifeste par un sous-développement du côté gauche du cœur et résiste aux meilleures chirurgies cardiaques reconstructives. Cet état de fait l'a poussé à retourner à l'université de Loma Linda en 1976 en tant que professeur adjoint à l'école de médecine. En raison de la pénurie d'organes de nourrissons disponibles pour la greffe, il y a effectué plus de 200 transplantations cardiaques expérimentales de xénogreffe, qui est la possibilité de transplantation d'organes de jeunes mammifères. En 1984, une certaine Teresa Beauclerc a ramené sa fille âgée de 12 jours au centre médical de l'université de Loma Linda qui souffrait de malformations décrites précédemment. Surnommée Baby Faye, pour préserver son anonymat, le nourrisson pouvait soit décéder au centre médical ou à la maison auprès des siens, soit subir une xénogreffe. C'est ainsi qu'avec l'accord de la mère, le 26 octobre 1984, le docteur Bailey et son équipe ont transplanté le cœur d'un babouin au nouveau-né. Bébé Faye, qui sera officiellement appelée bien plus tard Stéphanie, est morte 21 jours plus tard, soit 2 semaines de plus que tout autre receveur de greffe interespèce. Parce que oui, le docteur Bailey n'était pas le premier chirurgien à effectuer une greffe interespèce, mais plutôt le premier à pratiquer une telle opération sur un nourrisson. Comme l'on peut s'en douter, la procédure a été très controversée et a fortement divisé la communauté médicale. Les groupes de défense des droits des animaux pour des raisons éthiques. À ce jour, la transplantation d'organes interespèces a totalement disparu en raison de controverses sur les possibles infections. Embryon humain de lapin. Des scientifiques chinois ont, pour la première fois, utilisé des techniques de clonage pour créer des cellules souches embryonnaires humaines en fusionnant des cellules de peau humaine avec des œufs de lapin. Leur travail est apparu en 2003 dans la revue scientifique Cell Research affiliée à l'Institut de biologie cellulaire de Shanghai et à l'Académie chinoise des sciences. L'équipe de la deuxième université médicale de Shanghai dirigée par le docteur Hui-Zhen Chang avait pour objectif de créer une nouvelle source de cellules souches embryonnaires qui aurait la capacité de transformer en n'importe quel tissu, ce qui en fait des sources potentielles de cellules de remplacement capables d'inverser les effets de diverses maladies dégénératives. À l'aide de cellules provenant des prépuces d'un garçon de 5 ans, ceux de 2 hommes ainsi que de tissus faciaux d'une femme comme source de cellules cutanées, les scientifiques ont fusionné avec des œufs de lapin néo-zélandais dont la grande majorité de l'ADN de lapin avait été retiré. Ils ont ainsi créé plus de 400 embryons hybrides lapins humains, dont 100 ont survécu jusqu'à maturation. Suite à cela, les scientifiques doivent détruire conformément au règlement afin de récupérer les cellules souches embryonnaires voulues de leur intérieur. C'était une première réussite par rapport à la plupart des expériences du même genre qui n'ont pas abouti. Cependant, l'expérience suscite une grande controverse d'un point de vue éthique. Puisque les embryons doivent être détruits pour récolter les cellules souches embryonnaires, certaines personnes considèrent le procédé comme étant la mise à mort d'une vie humaine potentielle. Richard Doerflinger, de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, a déclaré qu'il était certain que les embryons de lapins humains étaient suffisamment humains pour mériter des protections. De toute façon, peu d'experts pensent que les embryons hybrides lapins humains pourraient se développer au-delà des premiers stades.
Le docteur Huizhen Chang s'est concentré sur d'autres façons de reprogrammer les cellules, en partie à cause de la réaction du public à ces expériences qui mélangeaient des cellules humaines et animales. Cellules humaines fusionnées avec des embryons de porc. Des scientifiques américains de l'Institut Salk d'études biologiques à La Jolla, en Californie, ont développé des embryons chimères, des cellules humaines à l'intérieur d'embryons de porc qui ont ensuite été implantés dans l'utérus d'une truie. Je sais, ça fait beaucoup de choses à la fois. Ils se sont basés sur une recherche plus ancienne qui a commencé au Japon où des chercheurs ont montré qu'on pouvait produire des organes de souris dans un rat et vice versa. Puisque le porc a un métabolisme assez proche de l'être humain et que le fait qu'il existe des porcins de taille humaine favorise l'obtention d'organes de la bonne taille, c'est ainsi que le porc a été choisi pour la fusion avec des cellules humaines. Selon Juan Carlos Ispuiza Belmont, professeur à l'Institut Salk d'études biologiques à La Jolla, co-auteur de ces travaux, le but ultime est de cultiver des tissus ou des organes humains tels que le pancréas, le foie, le cœur, etc. chez des animaux, comme des truies, qui pourront être greffés sans rejet, mais nous en sommes encore loin. En cas de réussite, ces organes pourraient être ensuite récupérés pour des greffes sur des êtres humains et pourraient contrer l'insuffisance de dons d'organes au vu des listes d'attente qui dépassent les 14 000 patients. Cette étude devrait aussi aider à mieux comprendre l'évolution des différentes espèces et les maladies. Après le transfert dans l'utérus de truie, les chercheurs ont laissé ces embryons se développer seulement pendant 4 semaines, conformément aux réglementations, et ont observé que les cellules humaines avaient commencé à former du tissu musculaire. L'expérience n'a pas été menée jusqu'à son terme, à cause de la probable naissance de porcelets en partie humains, ce qui a évidemment soulevé d'importantes questions éthiques. John DeVos, professeur responsable du département ingénierie cellulaire et tissulaire au CHU de Montpellier, précise toutefois « Ce n'est pas nouveau de mélanger de cellules humaines et animales. Il y a des patients qui reçoivent des valves de porc avec succès. A l'inverse, cela fait encore plus longtemps qu'on administre des cellules humaines à des souris pour fabriquer du sang par exemple. La différence, ici, c'est qu'on a injecté des cellules humaines dès le tout début du développement embryonnaire de l'animal. De ce fait, il y a une contribution humaine à l'ensemble des tissus. Les abeilles tueuses. Il n'est pas recommandé de s'approcher d'un nid d'abeilles, encore moins de celle-ci. Les abeilles tueuses ou abeilles africanisées proviennent d'une lignée hybride issue d'un croisement entre les abeilles européennes et les abeilles africaines. Le nom tantinet, particulier de ces abeilles métisses, leur a été donné en raison de la caractéristique principale qui les diffère de leurs cousines européennes, l'agressivité. Afin d'améliorer la résistance de ces abeilles à miel, des abeilles européennes, qui sont victimes de maladies et souffrent du climat et d'augmenter leur productivité, le gouvernement brésilien autorise Warwick Estevam Kerr, généticien de l'université de Sao Paulo, à importer en 1956 46 reines de l'espèce Apis mellifera scutellata de Namibie. À défaut de produire plus de miel, cette abeille africaine présente l'avantage de davantage proliférer sous le climat tropical. Les reines sont alors fécondées par les abeilles mâles européens. Aussitôt, ces nouvelles arrivantes s'accouplent avec les autochtones et créent une espèce hybride souhaitée. Sans le savoir, ils viennent de créer un monstre. Tout était sous contrôle jusqu'à ce qu'un an plus tard, 26 essaims s'échappent de ce centre de recherche dans des circonstances mystérieuses et colonisent les Amériques avec une progression annuelle de 300 à 500 km par an. Très vite, les fugitives remontent vers le nord et atteignent les États-Unis dans les années 90. Il s'avère alors que cette lignée est extrêmement dangereuse. Si leur venin est identique à celui des autres abeilles, il faudra moins de piqûres pour qu'il soit mortel. Le nom d'abeille tueuse apparaîtra au grand public après le décès en juillet 1993 aux États-Unis d'un paysan de 82 ans suite à 40 piqûres d'abeilles. Les colonies sont très susceptibles et leur état de colère pouvait durer plusieurs jours après une alerte. Alerte qui peut être un bruit sourd ou répétitif, une odeur inconnue, etc. Elle constitue aujourd'hui un grand problème de santé publique et un problème de santé individuelle pour le voyageur non averti visitant le continent américain. Souris vacanti. Une souris avec une oreille sur le dos? Incroyable mais vrai. La souris vacanti ou air mouse a été créée au milieu des années 90 par Charles A. Vacanti du département d'anesthésiologie du Massachusetts de Hôpital Général. La souris vacanti était donc une souris de laboratoire qui avait ce qui ressemblait à une oreille humaine développée sur le dos.
L'oreille était en fait une structure de cartilage en forme d'oreille cultivée en ensemençant des cellules de cartilage de vache en forme d'oreille dans un moule biodégradable qui a ensuite été implanté sous la peau de la souris avec une attelle externe en forme d'oreille pour maintenir la forme souhaitée. Ensuite, le cartilage s'est naturellement développé tout seul dans la forme et la taille restreinte. L'attelle a été retirée brièvement pour prendre les photos publicitaires, ce qui est très controversé. À la fin de 1990, la photo a suscité une vague de protestations contre le génie génétique, même si dans cette expérience, aucune manipulation génétique n'a eu lieu. Même la race de la souris utilisée n'a pas été génétiquement modifiée. C'est le résultat d'une mutation génétique naturelle et spontanée. Où est passée la souris Vacanti ? Je dois vous l'avouer qu'on n'en sait pas plus sur le devenir réel, ni la communauté scientifique, ni les chercheurs n'ont publié aucun document depuis son apparition. Dans une interview, Joseph Vacanti a plaisanté en disant que la souris s'était faite enlever l'oreille et qu'elle avait ensuite mené une vie heureuse et normale. Cependant, il est courant que les travailleurs de laboratoire se débarrassent des souris avec lesquelles ils travaillent. La question reste donc à poser. Le StimoSaver. José Manuel Rodríguez Delgado est un neuroscientifique de l'université de Yale. Il est connu pour ses recherches sur l'utilisation de signaux électriques pour évoquer des réponses dans le cerveau. Il découvre alors toute une gamme d'émotions et de comportements pouvant être électriquement orchestrés chez les humains et les animaux. Dans les années 1960, il a inventé le StimoSaver. Au début, l'équipement utilisé était composé de fils allant du cerveau au StimoSaver en dehors du cuir chevelu. Les fils représentaient une possible porte d'entrée pour les infections et pouvaient constituer un obstacle aux soins de la chevelure malgré leur petite taille. Il était donc beaucoup plus souhaitable d'employer des instruments minuscules qui pourraient être implantés complètement sous la peau. Pour cela, il a développé dans son laboratoire un petit stimulateur à 3 canaux, un implant qui relie un stimulateur d'ondes cérébrales. Le but de cette invention est le contrôle de l'esprit par la stimulation électrique du cerveau, utilisée pour stimuler les émotions comme la relaxation ou l'anxiété et contrôler le comportement, susciter des réactions physiques spécifiques. En mai 1965, à Cordoue en Espagne, José Delgado fait une expérience, une petite arène avec un taureau appelé Lucero. Après avoir été excité et sur le point d'attaquer, le taureau renonce quand José Delgado a activé la télécommande en sa possession. Cette expérience ainsi que celles qui vont suivre vont être soumises à controverse. Des craintes ont été exprimées vis-à-vis de cette nouvelle technologie qui apporte avec lui la menace d'un éventuel contrôle à distance des activités cérébrales. Néanmoins, il est certain que le StimoSaver a servi de précurseur à d'autres dispositifs actuellement à l'essai pour améliorer des conditions de personnes atteintes d'affections telles que la maladie de Parkinson ou le trouble obsessionnel compulsif. Et nous voici à la fin de cette vidéo. Faites-nous savoir en commentaire ce que vous pensez de toutes ces expériences. N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Cultination.